On est donc de retour pour l'avant-dernière présentation de cette session avec Laoja Songdo Chala qui va nous présenter des travaux de talent autour des chatbots et des agents conversationnels augmentés. Alors bonjour, merci à tous. Merci à IA Data Science et Digital Aquitaine pour cette organisation. Et merci à ceux qui nous regardent en distanciel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chatbots, d'une expérimentation qui va lier les chatbots et donc l'intelligence artificielle aux êtres humains, d'où le crowdsourcing. Alors, avant de faire ça, j'ai déjà présenté, je vais vous parler rapidement de l'entreprise Talent. Alors, Talent, c'est un cabinet de conseil d'expertise d'à peu près 4000 collaborateurs avec 18 filiales un peu partout dans le monde et qui accompagne ses clients dans 18 pays dans le monde et qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale et numérique. Puisque aujourd'hui, le sujet va être sur le chatbot, je ne peux pas vous parler de Talent sans parler du centre d'expertise de chatbot de Talent qui est sur Bordeaux, dans le pôle Data IA, qui est un pôle qui sera focalisé sur les technos liés à la BI, à la Big Data, à la Data Science et évidemment au chatbot. Alors, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de la genèse du projet, de ce qu'est cette contribution-là, de ce lien entre les humains et l'intelligence artificielle, des bénéfices qu'on va en tirer, et après, je vais vous parler du résultat qu'on a obtenu. Alors, le projet, il s'appelle SIVA, donc Crowded Intelligent Virtual Assistant. Tout simplement, c'est un assistant virtuel amélioré grâce à la contribution humaine. Donc, basiquement, on a un assistant virtuel qui n'est pas top et on va bénéficier de la contribution humaine pour l'améliorer. Ce projet a commencé il y a à peu près 2 ans pour 2 raisons qui sont concurrentes. La première, c'était l'envie de Talent de se positionner sur une technologie d'avenir, une technologie qui sera utilisée dans les 2-3 ans à venir. Et en fait, déjà, en 2017, Gartner prédisait qu'en 2020, la plupart des gens auraient plus de conversations avec des assistants virtuels qu'avec leurs conjoints. Bon, même si cette prédiction n'est pas exactement ce qui s'est passé en 2020, on a eu le Covid à la place, il va sans dire que c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée. Donc, la seconde raison conjointe à la première est un constat. Le constat, c'est que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les technologies chatbot, mais la discussion, dans les échanges qu'on a avec les chatbots, on a une certaine frustration due au fait que le chatbot ne comprend pas forcément ce qu'on dit et plein d'autres choses. Donc finalement, ce qu'on reproche au chatbot, c'est de ne pas avoir cette intelligence conversationnelle humaine, puisqu'ils sont conçus pour discuter, pour échanger avec les êtres humains, c'est de ne pas avoir cette intelligence conversationnelle humaine. Alors on s'est dit, nous, chez Talent, comment on pourrait améliorer cela? Puisque c'est l'intelligence conversationnelle humaine qui fait défaut au chatbot, pourquoi ne pas solliciter des êtres humains pour essayer d'améliorer cette intelligence conversationnelle des chatbots? Donc, cette contribution humaine, elle fonctionne sur 3 principes. Donc, le premier point, c'est qu'on va demander à des êtres humains, vous, moi et d'autres, d'enrichir la base de connaissances d'un bot pour lui essayer de lui apporter cette intelligence conversationnelle. Mais puisque humainement, nous savons que nous faisons pas mal de bêtises, il faudrait que ce travail-là, cette tâche, soit monitorée, soit supervisée. Donc on va essayer de contrôler la qualité des propositions, de cet apport de connaissances humains qui est apporté aux assistants. Et dans un troisième temps, étant donné que c'est un travail, donc c'est une tâche, on va essayer de la rendre le moins pénible possible par le principe de gamification. Donc la gamification, c'est le fait de
rendre ludique une activité qui n'était pas prévue l'être à la base. D'ailleurs, un autre nom pour la gamification, c'est la ludification. Dans notre contexte du projet SIVA, comment cela fonctionne? On part d'une base de connaissances FAQ, donc question-réponse, à une question associée plusieurs réponses, et on va demander à des humains de proposer des manières différentes de poser ces questions et de manière différente aussi de répondre aux questions qui sont associées. En même temps, on va leur demander, dans une seconde phase, d'évaluer les propositions de tout un chacun pour signaler des propos qui ne seraient pas adéquats, pour corriger des erreurs, etc. À l'issue de cette phase, on va obtenir une base de connaissances qui sera dite augmentée, à partir de laquelle on va implémenter des fonctionnalités qui vont essayer d'apporter cette intelligence conversationnelle au chatbot, fonctionnalité dont on va parler par la suite. Alors, je vous ai parlé du principe de gamification. Ici, ça va consister en fait à faire en sorte que les crowders, donc les contributeurs humains, puissent se comparer entre eux en leur donnant des rangs. En fait, on va calculer une sorte de score qui sera basé sur le nombre de propositions qu'ils auront fait et également sur la qualité. Et plus ce score sera élevé, et plus le travail du crowder est gratifiant, plus le crowder sera performant. Et du coup, le crowder qui aura le score le plus élevé se fera attribuer le premier rang. On peut voir, par exemple, en bas, que pour le deuxième utilisateur, bien qu'ayant fait plus de propositions que les deux autres, donc 250 contre 100 et 68, se retrouve en troisième position. Simplement parce que lorsqu'on regarde dans la deuxième colonne, au milieu, on voit que la qualité de ces propositions est assez médiocre. Donc c'est vraiment un scoring qui est basé sur la quantité et la qualité. Alors il y a également, toujours dans le principe de gamification, un autre élément qui est le niveau du crowder. Je ne l'ai pas présenté ici, mais je vais en parler très rapidement. C'est qu'en fait, on va donner une étiquette aux utilisateurs, donc experts, débutants, etc. Et comment on fait ça? C'est qu'on définit préalablement des profils et on va faire une sorte de projection des crowders à partir de leurs résultats dans un nuage de profils et on va leur donner l'étiquette duquel ils se rapprochent le plus. Donc, je vais vous présenter ici une démo de la plateforme, comment elle fonctionne dans la vie réelle. Donc, les crowders vont venir et proposer leur réponse alternative. Ils vont ensuite s'évaluer entre eux. Et tous ces résultats-là vont aller être stockés dans une base de données qu'on va exploiter. Donc, en parallèle de ça, on a la plateforme de gamification qui va permettre à chaque crowder de voir où il se situe, quelle est sa position, quelle est sa performance. Et en parallèle, on va également avoir la possibilité pour un administrateur de supprimer du processus de crowding un crowder qui aura été signalé ou de lui redonner le droit si jamais il l'a supprimé par erreur. Donc ça, c'est la contribution humaine. Maintenant, on va voir ces différentes fonctionnalités-là qui ont pu être implémentées grâce à la contribution humaine. Donc la première, c'est la possibilité pour le chatbot de donner des réponses adaptées au profil de l'utilisateur. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur pose une question, au lieu de simplement aller piocher dans sa base de connaissances une réponse et la passer à l'utilisateur et l'adresser à l'utilisateur, il va essayer d'adapter, de prédire le profil de l'utilisateur
et lui adresser la réponse qui a le plus de chances de satisfaire l'utilisateur. Alors ça, c'est le principe. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quelque chose de plus modeste. C'est l'utilisateur va poser une question, le chatbot va lui donner une réponse, et l'utilisateur va spécifier au chatbot s'il préfère des réponses plutôt longues, des réponses plutôt courtes, ou si ça lui est indifférent. Et à partir de ça, le bot va aviser et lui donner une réponse courte, longue, ou choisir une réponse au hasard. Alors, réponse longue et courte, comment c'est fait aujourd'hui? C'est qu'en fait, on a vu que pour chaque réponse, pour chaque question et chaque réponse, on avait plusieurs réponses alternatives qui étaient issues du travail des crowders. Eh bien, on va calculer les longueurs de ces différentes propositions de réponses. Et sur ces longueurs, on va calculer des quartiles. Si l'utilisateur dit par exemple qu'il préfère les réponses courtes, à chaque fois qu'il va poser une question, on va lui adresser des réponses dont le nombre de mots en fait, est inférieur au premier quartile. Et s'il veut des réponses longues, ça sera des réponses dont le nombre de mots est supérieur au troisième quartile. Et s'il est indifférent, ça sera un choix au hasard. Ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais à terme, ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre en place un modèle qui, à partir de la question de l'utilisateur et du contexte dans lequel il a posé la question, va prédire son profil et lui adresser la réponse qui a le plus de chances de satisfaire à l'utilisateur. Alors concrètement, comment on imagine faire ça? C'est qu'on va encore une fois avoir besoin des crowders. À chaque fois qu'un crowder va poser une question dans un contexte donné, le bot va lui donner une réponse et le crowder va dire si oui ou non il a aimé la réponse. Alors, à partir du contexte de la question et de la réponse, on va entraîner le modèle à pouvoir prédire la probabilité de satisfaction du crowder. Donc ça sera une classification binaire, mais en sortie avec des probabilités. Et la question qu'on pourrait se poser là, c'est en quoi on a le profil du crowder dans ces mécanismes. Alors, il est avéré aujourd'hui qu'en fait, les modèles de machine learning arrivent à identifier certaines caractéristiques dans des données que nous, humains, ne sommes pas forcément en mesure de capter. Et en fait, avoir le contexte et la question, la manière dont elle est formulée, les mots qui sont utilisés, va en fait encapsuler une sorte de variable latente qui va contenir elle-même le profil de l'utilisateur. Alors une variable latente, c'est en statistique une variable qui n'est pas directement observable, mais qui explique un certain phénomène. Donc c'est comme ça que nous comptons procéder en cible. Et à l'avenir, quand un utilisateur va poser une question, dans la liste des réponses qui sont dans la base de connaissances du bot, le bot va faire des prédictions de probabilité de satisfaction et choisir la réponse qui est le plus à même d'être satisfaisante. Donc il y a une probabilité de satisfaction la plus élevée. Donc on va voir en démo ce qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc au début, je dis au bot que j'aime les phrases courtes et je pose une série de questions. Donc est-ce que j'ai besoin d'un visa, etc. Il me donne des réponses. Et là, je vais lui indiquer que j'aime les phrases plutôt longues et reposer exactement la même série de questions. Et on va voir cette fois-ci que les réponses sont plus détaillées. Donc, ai-je besoin d'un visa? Est-ce que les animaux sont autorisés dans l'avion? Voilà, on a des réponses plus détaillées pour les mêmes questions. Alors, ça, c'est la première fonctionnalité. La seconde fonctionnalité, c'est la possibilité pour le chatbot de reformuler ses réponses lorsque l'utilisateur lui dit, par exemple, qu'il n'a pas compris. Alors, simplement aujourd'hui, modestement, ce qui se fait, c'est que lorsque l'utilisateur va poser une question, le bot va lui donner une réponse dans la liste des réponses qui est dans sa base de connaissances.
Et si l'utilisateur, pardon, et au même moment, le bot va mettre dans sa mémoire, enregistrer dans sa mémoire que cette réponse a été déjà donnée. Si par la suite l'utilisateur dit qu'il n'a pas compris, le bot va retourner dans sa base de connaissances et piocher une autre réponse, mais qui sera différente de celle qu'il a déjà donnée. Tout simplement aujourd'hui. C'est ce qu'on fait. Mais en cible, ce qu'on aimerait faire, c'est en plus de ce qui se fait aujourd'hui, permettre au bot de générer lui-même ses réponses à partir des phrases qui auraient en fait le même contenu d'information que celles des réponses qui sont dans sa base de connaissances. Donc je vais vous montrer une démo de ce que ça donne. Donc simplement, je pose une question. Est-ce que j'ai besoin de visa pour aller à Bali? Le bot me donne une réponse et je lui dis que je n'ai pas compris. Donc il va me donner une nouvelle réponse différente de celle qu'il m'avait donnée. Et à chaque fois que je vais dire que j'ai compris, que j'ai pas compris, il va me donner des réponses différentes. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la seconde fonctionnalité. La troisième fonctionnalité qu'on a implémentée, c'est la possibilité pour le chatbot de demander de la clarification à l'utilisateur lorsque la requête ou la question de ce dernier n'est pas claire. Comment on le fait? Alors, aujourd'hui, simplement, ce qui se fait, c'est que lorsque l'utilisateur pose une question et que le bot a deux possibilités, c'est-à-dire qu'il y a deux réponses qui pourraient tout à fait répondre à la question de l'utilisateur, le bot va essayer de trouver des mots caractéristiques de ces différentes propositions possibles par un calcul de fréquence et poser une question du style me parlez-vous de tel mot ou plutôt de tel autre mot. Et en fait, ce calcul-là, c'est la formule qui est en bas et elle est basée sur le TF-IDF, donc Term Frequency, Inverse Document Frequency. C'est en gros, on va, pour ceux qui connaissent le TF-IDF, on va chercher les mots qui ont de l'importance dans un document. Donc c'est une réadaptation. Donc on a un produit de deux termes. Le terme de gauche va en fait faire sortir le mot qui caractérise la proposition et en même temps le terme de droite donc va amoindrir cette importance si le mot apparaît aussi est aussi caractéristique de la seconde proposition. Et en combinant ces deux formules dans un produit, on arrive à trouver un mot les mots qui caractérisent les propositions pour pouvoir demander la clarification à l'utilisateur. Alors ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais en cible, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est de permettre au chatbot de détecter automatiquement l'information manquante dans la question de l'utilisateur et de formuler une phrase qui permettra à l'utilisateur de compléter son information. Alors, je vais vous présenter une démo de ce que cela donne. Alors, on pose volontairement une question un peu vague. Comment faire pour annuler sans aucune autre précision? Et là, le bot va nous donner un certain nombre de propositions. Me parlez-vous d'annuler un voyage? Me parlez-vous d'annuler une réservation? Et là, je vais choisir la première option. Il va donner une réponse. Alors, une chose que je dois rajouter, c'est que là, nous avons vu ces trois fonctionnalités de manière séparée, mais en réalité, elles fonctionnent tous ensemble. C'est-à-dire, on a vu la possibilité pour le bot de reformuler ses propositions, ses réponses. Et on a vu la possibilité pour le bot d'adapter les réponses au profil de l'utilisateur. En fait, quand l'utilisateur dit par exemple qu'il n'a pas compris, le bot non seulement va pouvoir reformuler la question, mais il va tenir compte du fait que l'utilisateur avait dit qu'il préférait les réponses courtes ou les réponses longues.
Il faut voir ces fonctionnalités comme fonctionnant de manière concurrente, ensemble. Alors, nous avons essayé de voir comment, si ces fonctionnalités apportaient vraiment une amélioration dans le fonctionnement des chatbots. Donc, nous avons implémenté un chatbot alimenté par une FAQ classique et un autre chatbot alimenté par la FAQ augmentée, par le procédé qu'on a mis en place. Et on a fait tester à des utilisateurs. On a utilisé un test de double aveugle, c'est-à-dire que les utilisateurs, au moment de tester les bots, ne savaient pas a priori lequel des bots, n'avaient pas d'informations a priori sur le type de bot qu'ils utilisaient. Et la conclusion qu'on a eue, le retour qu'on a eu, c'est que ce soit pour le bot augmenté, donc celui qu'on a implémenté avec la méthodologie, ou le bot standard, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre un niveau de conversation intelligente au sens humain, mais que globalement, le bot augmenté apportait plus de pertinence, était plus performant en termes de pertinence. Ça, c'est l'analyse qui en est sortie. Du coup, on s'est dit peut-être que, on s'est posé la question de savoir peut-être que les pistes, les axes sur lesquels on a essayé d'améliorer les chatbots n'étaient peut-être pas les plus pertinents. Et donc, on a demandé aux utilisateurs, pour eux, ce qui serait le bot idéal. Et vous avez les différents points. Ce qui ressort, c'est qu'on a encore besoin de l'humain. Ils aimeraient un bot qui est en mesure de passer la main à l'humain lorsqu'il est perdu. Ils aimeraient un bot qui a une personnalité, donc on revient encore autour de l'humain, qui tienne en compte la trame de la conversation, donc c'est-à-dire que ce n'est pas assez fait dans ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est tout. Donc, pour moi, data scientist, la conclusion que je tire de ce retour, c'est qu'on a encore besoin de l'humain pour apporter cette intelligence conversationnelle qui est propre à l'humain. Voilà. Et que ce projet mérite d'aller encore plus loin. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, la création de chatbots, c'est un long chemin semé d'embûches. Et donc, est-ce que dans la gamification, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce que les humains vont chercher à faire? Est-ce que par exemple, ils vont chercher à mettre en défaut le chatbot et gagner des points à trouver un peu des phrases qui n'auraient pas de sens ou qui seraient contradictoires avec le but, ou c'est juste valider des choses? Oui, alors la gamification dans notre contexte, c'est juste de proposer des questions alternatives et des réponses alternatives. Et en fait, ils vont voir leur score, comment ils performent, et se comparer par rapport aux autres utilisateurs. Et en fait, le principe, c'est qu'un utilisateur va dire « Ah, mais j'aimerais être premier, donc je vais essayer de proposer plus de réponses, mais je dois faire attention à la qualité, sinon je risque d'avoir un mauvais score. » C'est vraiment pour inciter, donner un aspect ludique à une activité qui, disons-le, est un peu pénible, parce qu'on va proposer des questions alternatives et des réponses alternatives à un bot. C'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Alors, j'ai une question dans le chat. Donc, quels sont les profils des coders qui remplissent la base de connaissances en termes d'expertise? Comment sont-ils sélectionnés? Totalement aléatoirement, puisque justement, on cherche à enrichir l'intelligence conversationnelle. On vise large, en fait. On prend vraiment tous les êtres humains. Ils ont leur propre créativité, leurs propres émotions, leur propre manière de formuler des questions. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, pour faire l'expérience, ça a été fait en interne. Donc, on a vraiment pris les collaborateurs de talent. Mais je pense que ça aurait été plus pertinent de prendre vraiment tout le monde, de viser un public plus vaste. Okay. J'ai peut-être des questions plus vastes, plus générales sur les chatbots. Ma première question, c'est est-ce que l'usage du français est un frein, en fait? Est-ce que ça complexifie vraiment
l'usage du chatbot? Est-ce qu'il y a des solutions de traduction éventuellement avec des chatbots en anglais? Ou est-ce que c'est à chaque fois des chatbots purement français, on va dire, ou dans une langue? C'est la première question. OK. Ouais. Vous voulez dire des chatbots enfin, dans nos implémentations, est-ce qu'on ne fait que des chatbots en français? Oui, est-ce que la langue a un impact fort sur la qualité en fait du chatbot? Est-ce qu'il y a des complexités dans les langues qui sont un peu différentes? Le premier chatbot, c'était en anglais, c'était Elisa, Oui. et c'est du fait de la simplicité de la grammaire anglaise que ça a donné lieu à une illusion. Oui. Et en français, on n'arrive pas du tout à ce niveau Oui. au départ. Oui, je dois dire qu'on s'est un peu confronté à un frein sur la langue, mais en fait, la plupart des technologies qui existaient et des algos ont été faites avec des chatbots en version anglaise. Mais moi, j'aime beaucoup la langue française et je l'ai apprise. Et je sais qu'effectivement, on a des règles grammaticales, plein de règles qui rendent complexe la langue. C'est un frein, mais qui devient de moins en moins un frein aujourd'hui. Parce on en tient, enfin, dans les technos de chatbot qui existent aujourd'hui, en tiennent de plus en plus compte. Et cela rend de plus en plus facile l'implémentation des, euh, des, euh, Ok. des technos. Et est-ce qu'il y a et quelles sont les techniques à l'heure actuelle pour éviter que le chatbot dise n'importe quoi? Ou en fait, on le voit même avec GPT-3 ou GPT, enfin, même les derniers GPT, dès qu'on leur pose des questions un peu tendues, ils peuvent nous conseiller absolument n'importe quoi, comme les choses les plus affreuses ou de Oui. mettre fin à nos jours, ça pose aucun problème, quoi. Alors, comment on fait en pratique pour livrer un chatbot à un client? Voilà. Ok. C'est ça. Oui, ça fait partie des questions qu'on s'était posées. On est toujours en train d'y réfléchir. C'est d'où le second point dans la contribution humaine de supervision. En gros, on va demander aux utilisateurs entre eux de se noter, de s'évaluer sur plusieurs critères et même de signaler des propositions qui ne seraient pas adéquates. Et après, il y a un peu une partie machine learning qui va essayer d'automatiquement de détecter des phrases qui seraient injurieuses. Après, ça n'embrasse pas tout le panel des possibilités, mais bon, c'est ce à quoi on essaie de... C'est la méthode à laquelle Ok. on utilise aujourd'hui. Et vous pensez que les technos actuels vont être un jour capables de déployer des chatbots où on aura la certitude, on aura confiance dans la recommandation? Ah, Ou est-ce qu'il y aura toujours ce besoin d'un petit bouton pour le client qui dit attention, là, il a dit n'importe quoi, ou d'un retour? je pense qu'on est encore loin de pouvoir avoir un chatbot totalement autonome en lequel on a une confiance totale. Et même nous, entre humains, c'est difficile de l'avoir. Je pense que oui, dans les remarques des utilisateurs, il y a la remarque très pertinente est que quand le chatbot est dépassé, il est nécessaire de passer la main à un expert humain. Donc, alors, ça m'intéresse aussi. Donc il y a aussi, alors comment le système voit qu'il est dépassé en fait? Alors, on ne l'a pas implémenté ici, mais on a déjà vu ces technos on a déjà vu cette implémentation dans d'autres technos. En gros, ce qui se fait aujourd'hui, si enfin, on utilise du sentiment analysis, c'est-à-dire que si à la réponse du chatbot, la réponse de l'utilisateur est plutôt négative et se répète deux fois, bah, le chatbot pose explicitement la question, voulez-vous que je vous passe la main à un humain? Et il peut dire oui ou non. Ouais, c'est malin, c'est efficace. Et ok, c'est une belle porte de sortie. Ok. Et ben s'il n'y a pas d'autres questions, non, il n'y en a pas d'autres sur le chat. Il y a des merci sur le chat. Voilà. Et ben merci beaucoup. Merci Et à vous. puis on se retrouve après la pause pour le dernier exposé de cet après-midi dans cette session. Merci.